Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale démographie du continent, notre dossier du jour sera consacré aux apports de la croissance de la population de l'Afrique. Au sommaire également, Paul Kagame, chef de l'État rwandais, évoque une retraite politique. Même si la nouvelle constitution de 2015 en donne le droit, il n'entend pas se représenter à un autre mandat si jamais il est élu pour un mandat de 7 ans à la présidentielle d'août 2017. Et puis au Burkina Faso, des groupes d'autodéfense sèment le trouble. Les 18 et 19 mai 2017, la localité de Tialgo a été le théâtre d'affrontements violents opposant la population à des membres de Kolguegos. Des pertes en vies humaines et de nombreux blessés sont à déplorer. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Michel Abdelouab, qui est professeur de sciences économiques et sociales. Bonsoir Diarra, bonsoir tout le monde. Bienvenue également à Pierre-Franklin Tavares, qui est philosophe et également homme politique. Bonsoir madame. Et enfin, bienvenue à notre éditorialiste Djamal Taleb. Bonsoir Diarra et bonsoir à tous. Place tout de suite à notre info du jour. Le président rwandais Paul Kagame pourrait en être à sa dernière présidentielle en 2017. Si le scrutin d'août prochain ne devrait pas connaître de surprise, l'annonce faite par le chef du FPR en est une, les Rwandais n'étant pas prêts visiblement à un changement de régime et surtout de personne de sitôt, comme nous l'explique Marcel Farba-Maroun. Le 4 août 2017, les Rwandais se rendront aux urnes pour élire leur président. Un futur scrutin sans véritable suspense tant l'actuel chef de l'État, Paul Kagame, domine sans partage le paysage politique de son pays. Il reste donc au chef du FPR, Front Patriotique Rwandais, la légère mission de comparer les résultats de 2003 et 2010, où il avait respectivement recueilli 95% et 93% des voix. Mais son éventuelle accession à la magistrature suprême devrait s'accompagner d'un fait historique, un dernier mandat qui prendra fin après une vingtaine d'années à la tête du pays des 1000 collines. Il est probable que je clarifie ce point bientôt, quand j'entrerai en campagne électorale. Il existe une sorte de contrat entre moi d'une part, le parti, le FPR et le peuple rwandais de l'autre. Ces derniers ont souhaité, via le référendum constitutionnel de décembre 2015, que je poursuive ma tâche, ce que j'ai accepté. Mais le temps est venu de leur dire qu'ils doivent commencer à réfléchir au-delà de ma personne. Le bilan de Paul Kagame en 17 ans de magistère est le signe d'une Afrique qui se veut debout. Le Rwanda a tablé sur un taux de croissance de 7% pour 2017 et classé deuxième en Afrique au palmarès du Doing Business, sans oublier que 95% de sa population est couverte par l'Internet mobile haut débit, 91% par l'assurance maladie, ainsi qu'un taux de mortalité maternelle et infantile qui est divisé par 6. Nous voulons le meilleur, même si ce meilleur n'est pas forcément réalisable. Mais, en même temps, nous sommes des réalistes et des pragmatiques. Nous avons conscience de nos limites, tout en ne nous accordant aucune limite. Nous savons ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, tout en recherchant l'impossible. Je suis ainsi, les Rwandais sont ainsi. Président de la République depuis le 17 avril 2000, Paul Kagame est vu par certains observateurs comme un dictateur. L'un des points qui fait tâche dans son régime demeure les libertés d'expression et d'association encore étroites au Rwanda. En novembre 2015, il fait voter une modification constitutionnelle qui lui permet de se présenter à l'élection présidentielle d'août 2017. Djamal, quand on entend ce type d'annonce de la part du président rwandais Paul Kagame, est-ce que cela vous étonne ? Non, rien n'étonne. De toute façon, il n'y a pas de quoi être étonné. Il y a plutôt de quoi s'interroger sur 3 points de mon point de vue. Le premier, c'est le débat, le dialogue qui ne finit pas sur le continent africain. L'idée de savoir, faut-il limiter un mandat à 2, à 3, à 1, très long pour certains. C'est une discussion légitime et qu'on a le droit de se poser. Et donc, elle se pose là, et visiblement, le président Paul Kagame l'a tranché après sans doute 20 ans de pouvoir. Et donc, ceux qui vous disent, ça fait 20 ans qu'il est là, à la limite, ceux qui avaient 10 ans, aujourd'hui 30 ans, ils n'ont connu que lui, c'est un argument que j'entends et qui peut évidemment s'entendre, et visiblement Paul Kagame lui-même l'entend. La deuxième chose, c'est une règle qui, de mon point de vue, de limitation des mandats qui est stupide. Mais enfin, c'est le continent africain, on aime tellement copier, y compris des choses stupides. Pourquoi se priver de quelqu'un quand il est bon? Deuxièmement, pourquoi limiter le suffrage
populaire à 2 mandats également, pourquoi pas 3 et pourquoi pas un seul. Et de toute façon, c'est toujours une génération à un moment donné qui va décider pour les générations futures. Vous savez, il y a des exemples précédents. Et donc, on n'a pas le droit, quand on est une génération, de bloquer les décisions pour les générations futures. Et donc, ça pose un débat, pour moi, qui est évident, très fort. Le troisième point, qui n'est pas le point moins important, je comprends tous ceux qui considèrent, je suis le premier à penser que Paul Kagame et que le Rwanda n'est pas une grande démocratie, je le pense absolument. Mais j'ai un a priori très favorable, et pardon pour ceux qui ne le partagent pas, sur Paul Kagame. Je considère que c'est un homme d'État qui a la stature, la culture qu'il faut, qu'il a pris ce pays à partir du néant et qu'il a rendu absolument un grand pays. Il a une santé économique totalement insolente et il a un bilan qui plaide pour lui. On vient de le dire, l'Internet, l'eau, l'électricité, le niveau d'éducation, c'est absolument l'un des rares pays sur le continent africain qui a un vrai bilan, qui a une vraie santé. L'idée de lui dire, au nom de la limitation du mandat, nous allons vous priver de vous, probablement, ou sans doute, que le Rwanda après lui aura... Et là, il est autorisé à le faire, il faut le rappeler, c'est un choix personnel. Non, je sais bien, probablement que le Rwanda après lui aura un plus grand homme d'État, et c'est ce que je souhaite. Mais en tout état de cause, je fais partie de ceux qui pensent que le Rwanda va se séparer d'un très, très grand homme. Monsieur Abdelouab, est-ce que vous pensez qu'il doit peut-être préparer quelqu'un ou comment vous envisagez, vous, son avenir, l'avenir du Rwanda après l'ère Paul Kagame? Alors tout dépendra de la nature du nouveau président. Si c'est une personne qui présente les mêmes qualités et qui a cette capacité aussi d'impulser la dynamique économique, la téléphonie mobile, les réseaux, la santé, etc., c'est une bonne chose. Par contre, est-ce qu'il existe un personnage aussi charismatique qui soit capable d'impulser la même chose que le président Kagame? Je sais qu'un certain nombre de Rwandais s'inquiètent de savoir de quelle personnalité le remplacera, au risque de voir la croissance se ralentir, voire éventuellement de régresser si la politique économique, le modèle de développement mis en place ne se poursuit pas. Monsieur Tavares, vous partagez-vous aussi ce point de vue qui semble être unanime finalement? Est-ce qu'il devrait rester, même si il a déjà fait plusieurs années à la tête du pouvoir rwandais? Voyez-vous, madame, je n'entends pas la même chose que vous dans les propos de votre éditorialiste. Je vois que le président Kagame lui-même est introduit à 2 moments précis de nuance. Il dit que c'est probable, puis à un autre moment il dit sans doute. Et donc par conséquent, je crois qu'il faut être dans son état d'esprit pour comprendre son propos. Ça, c'est le premier point. La seconde considération, elle est pour moi très simple. C'est un homme politique brillant, un ancien chef militaire, qui sait, contrairement à beaucoup de chefs d'État africains, ce que c'est que la science de l'État. Et ça, personne ne pourra lui retirer. On dirait, si on parlait en manière socratique, c'est une sorte de don divin, c'est un génie. Le troisième point, c'est que, pour moi, autant les hommes dans l'histoire importent, par leur qualité, leurs apports, leur expérience, leur vision. En même temps, nous devons être prudents parce que sur le continent africain, il est d'autres exemples où le développement économique est aussi important et où la démocratie est pleine et entière. Je prendrai par exemple le cas des îles du Cap-Vert, l'archipel du Cap-Vert. Vous avez une alternance continue dès lors que le peuple le change, et la croissance elle-même, parce qu'il y a un consensus national de la classe politique autour des objectifs principaux de la nation, quelles que soient les alternances, le pays avance. Ils sont passés d'un PIB qui était de $200 au moment de l'indépendance. L'histoire du Rwanda est comparée à celle du Cap-Vert. Exactement. Un peu différée, voilà, donc c'est pas un point de vue. Voyez-vous, nous parlons là de principe. Hein. Donc il ne faut pas tout concentrer sur l'histoire. Il y a la vie d'un homme. Nous avons vu qu'ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire, pays où j'ai grandi, que la puissance personnelle de Houphouët-Boigny, au moment de son retrait, a produit les catastrophes dans lesquelles vous pensez, vous, qu'il y a d'autres Kagame qui sont il est au Rwanda et qui peuvent le remplacer? Il est impossible de penser que Kagame ne soit pas le produit de son pays. Mais même si ses partisans le disent, même s'il est le produit de son pays, même s'il part, s'il est le produit de son pays, il y a forcément d'autres Kagame dans le pays. Donc je resterai sur une note plutôt optimiste avec la réserve que j'ai apportée au départ. Juste une réaction, Jamal. Oui, Kagame s'est affranchi de la logique qui lui imposait 2 mandats. Il s'en est affranchi lui-même. Et voilà qu'en dépit du fait qu'il s'en soit affranchi, il décide lui-même de s'appliquer une règle. Décidément, c'est un homme qui n'est pas tellement comme les autres.
Nous allons à présent parler du Burkina Faso, où des membres des Kolbegwego, structure d'autodéfense spécialisée dans la lutte contre le vol, les braquages et les attaques à main armée, ont affronté des villageois dans la région du centre-ouest du pays. Ces affrontements ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés. On fait le point tout de suite avec Clément Joël Soala. 18 mai 2017, les Kogleogo, la structure d'autodéfense, étaient venus à Tialgo pour prélever des amendes. Cette fois, les populations du village, qui en avaient marre des exactions de cette milice, ont décidé de s'opposer à leur mouvement. Cela a conduit à un affrontement avec des pertes en vies humaines. De nombreux faits de torture et méthodes d'interrogatoire irrespectueuses des droits de l'homme, qui ont plusieurs fois été dénoncés par les organismes de défense des droits de l'homme, sont reprochés à ce groupe d'autodéfense. À cela s'ajoutent les amendes prélevées aux coupables, allant de 55 000 à 305 000 francs CFA. Ces situations mettent en lumière, selon de nombreux analystes, la défiance de l'autorité de l'État de ces groupes d'autodéfense. C'est déplorable, mais ce n'est pas une situation nouvelle au Burkina. On a connu ça à l'est du pays, on a connu ça au centre, dans un village de Ouagadougou. On a connu ce genre d'affrontement à l'est, à Bobo-Dioulasso, et puis aujourd'hui c'est le centre-ouest qui est concerné avec ce bilan assez lourd. Le ministre burkinabé en charge de la sécurité, Simon Compaoré, qui s'est rendu le dimanche 21 mai 2017 dans la localité de Tialgo pour constater les faits, a décidé de l'interdiction des activités des groupes d'autodéfense dans les provinces du Boulkemde et du Sangué, et ce jusqu'à nouvel ordre. En vérité, le problème se pose pas seulement dans le Sangué. Il s'agit de résoudre une bonne fois pour toutes la question Koglogo sur l'ensemble du territoire national. Faut-il admettre ces groupes d'autodéfense ou bien il faut les dissoudre? S'il faut les admettre, comme les autorités ont déjà pris la décision de les encadrer, alors il faut que l'encadrement survienne le plus tôt possible. On ne peut pas continuer à parler de l'encadrement des Koglogo seulement dans le discours. Les affrontements de Tialgo ont fait 6 morts, dont 3 membres du groupe d'autodéfense des Koglogo. 7 autres membres du dit groupe sont entre les mains de la gendarmerie pour les besoins d'une enquête en cours, et des villageois détenus par eux ont été libérés. Kemal, on vient de le voir, il semble que ces milices se sont transformées en justiciers et occupent le terrain là où les forces de sécurité sont parfois absentes, et elles ont même leur propre code pénal. Finalement, comment le pays en est arrivé là aujourd'hui ? C'est un pays qui vit une situation de post-révolution où malheureusement l'État a démissionné, où le pouvoir central n'a plus les moyens ni emprise sur une situation. Et donc, on en arrive à ce que les populations elles-mêmes s'organisent évidemment sans encadrement, sans moyens institutionnels de l'État. Et donc, ça donne le résultat qu'on a. C'est très facile de ma part de commencer par blâmer la faiblesse du gouvernement central du Burkina Faso. Aucun pays n'est capable de se relever aussi facilement d'une situation chaotique qu'il a vécue dans une région elle-même chaotique. Et donc, donnons un tout petit peu d'indulgence par rapport au gouvernement du Burkinabé actuel. Il mène la situation difficilement dans un contexte d'insécurité absolue et dans une situation économique chaotique. Donc, l'idée de s'imposer et d'imposer la voix, la parole de l'autorité de l'État, naturellement, n'est pas discutable. Il est clair qu'il y a des failles qui sont évidentes, et ces failles mènent la situation dans la situation où il est actuellement. Et donc, le gouvernement, naturellement, ne peut que reprendre la main, encadrer, c'est obligatoire, voire dissoudre ceux parmi eux qui ne sont pas capables de le faire. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut dissoudre définitivement ces groupements d'autodéfense, parce que ça tourne rapidement vers la criminalisation de l'État, vers la criminalisation d'une partie de la population, et à terme vers une espèce de milice privée qui peut finalement avoir un comportement différent de l'objectif qui était le sien dès le départ. Et là, visiblement, le Premier ministre de l'Intérieur, M. Compaoré, a pris les choses en main, a compris la mesure de la situation, et j'ose espérer que le gouvernement burkinabé réagira. Le ministère de la Sécurité a proposé de les intégrer dans des initiatives locales de sécurité. Est-ce que c'est une piste de solution ? C'est une piste de solution. Il m'est très difficile, moi, du haut de mon plateau d'Africa 24, de donner des leçons au Burkinabé de ce qu'il doit faire. Pas une leçon, mais est-ce qu'on peut savoir si ça peut aider éventuellement ? Le pays des hommes intègres trouvera sans doute les hommes avec de bonnes solutions, je n'ai pas de doute. Monsieur Abdellouab, quand vous voyez des groupes d'autodéfense se former comme ça dans des villes comme c'est le cas au Burkina Faso, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Que l'État burkinabé soit obligé, en soit réduit à sous-traiter par des milices privées la sécurité publique, c'est le symptomatique d'un État qui est en voie de désagrégation. Donc plutôt que de blâmer effectivement le gouvernement burkinabé, je pense qu'il faut l'aider. Il faut le financer, il y a des besoins en capitaux, des besoins en ressources humaines nécessaires pour... Donc appuyer plutôt sur l'aspect financier, l'aide financière de l'État pour davantage structurer le Burkina Faso. Je pense que si le gouvernement burkinabé sous-traite des milices privées, c'est parce qu'il y a... Elles se forment toutes seules en fait, ces autos. Ce sont des habitants qui ont décidé finalement de se sécuriser. Mais parce qu'elles ont pallié à un besoin et un manque de l'État. Et donc à partir du moment où il y a un besoin, il se crée, il se supplée par tout à fait autre chose. Et c'est normal. La désorganisation des forces de sécurité du Burkina est une réalité. Je pense, moi, contraire à vous, que c'est sans doute un problème budgétaire. Mais c'est d'abord un problème d'organisation des forces de sécurité et des forces armées. Celles-ci ont été d'abord marginalisées pendant 27 ans, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, elles ont été désorganisées absolument depuis maintenant un an et demi, depuis la Révolution. Et depuis un an et demi, le gouvernement en place essaye de mettre en situation des choses dont il n'avait pas la prise. On vient de changer l'ensemble du commandement de l'armée, on vient de mettre en place des mécanismes nouveaux pour la mise en marche des systèmes militaires. Ça prend du temps. Jusqu'à quand on voit qu'il y a eu des morts et des blessés, aujourd'hui la situation vous savez très bien, les situations se dégradent comme une baisse vers l'ascenseur et quand il faut les remonter, c'est comme un escalier. Il faut prendre du temps, il va falloir attendre un peu. L'essentiel, c'est que le gouvernement burkinabé, visiblement, prend la mesure de l'ampleur de la situation et est en train d'agir. Après, il agit avec les moyens qui sont très faibles, avec une situation qu'il ne maîtrise pas toujours et avec un territoire, même s'il n'est pas très vaste, il est important, il va falloir prendre du temps pour que ça soit possible. Monsieur Tavares, je crois, si vous me permettez, que nous sommes dans le prolongement de la problématique précédente. Lorsque un homme est omnipotent dans son État, quand il se retire ou quand il est forcé de partir, il crée un vide, il laisse un vide. Vous parlez de Blaise Compaoré, l'ancien président. Exactement. Et deuxièmement, je crois que la transition démocratique, le disaient vos deux autres invités, n'est pas achevée au Burkina Faso. En même temps, nous sommes dans une zone extrêmement difficile. On ne doit pas oublier le contexte à la fois djihadiste, avec des groupes armés aux frontières qui aspirent la plupart des forces de l'État, opérations dans lesquelles l'armée française même est impliquée, ce qui fait qu'il y a comme une sorte d'aspiration aux frontières pour protéger précisément le territoire des forces armées. Et ça crée aussi un second vide. Et je crois que les forces d'autodéfense ou les milices, on pourrait peut-être les appeler comme ça, ne sont là que pour pallier ce genre de vide. Mais elles défient en quelque sorte l'État. Ouais, exactement. Et lorsque l'État n'a plus le monopole de la puissance publique et notamment de la violence, il doit, y compris par des actions de force, s'imposer. Merci pour toutes ces précisions. On va à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.